Bonjour à tous, donc, je m'appelle Jérémy Barthes. Bon, c'est dommage, il est parti, mais je voulais déjà premièrement remercier en fait tous les sponsors, les gens du staff et tout particulièrement Alexandre d'avoir initié cet événement autour du DDD. C'est très bien de sa part parce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur autour du langage PHP, donc c'est cool de faire ça, quoi. Et puis j'avais été aussi flatté quand au forum PHP, il m'avait dit ce serait cool si tu pouvais venir faire une conférence sur les formulaires Symfony. Alors je me suis dit bon, cool, je sais pas si c'est le meilleur mot qui pouvait aller avec les formulaires Symfony, mais donc combien parmi vous font du Symfony à peu près quotidiennement? Ouais, 90% quoi. Voilà, bon, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y en a parmi vous dont le composant préféré de Symfony c'est les formulaires? 10%. Ok. Bon. Le composant de formulaire, c'est un composant qui est complexe, parce qu'il traite vraiment beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai pris la doc et j'ai essayé rapidement de lister un petit peu les différents concepts qu'il pouvait y avoir dans le formulaire. J'ai même pas essayé de fouiller, et voilà, j'en ai déjà presque une vingtaine, quoi. Donc c'est un composant qui est complexe. Alors le premier type, c'est d'essayer de garder vos formulaires les plus simples possibles. Donc vous allez me dire, c'est pas toujours possible. Et le seul et unique troll de cette conférence, c'est faites très attention aux bitty breaks qu'il peut y avoir sur les formulaires. Voilà. Alors je vais passer assez rapidement sur le début parce que j'imagine que vous avez tous faim, il est déjà un petit peu tard. Si on prend la doc de Symfony, les best practices ou tout le reste de la doc, on tombe souvent sur des exemples en fait où on a une classe très simple avec des propriétés, les assertions directement sur nos propriétés. J'ai enlevé toute la couche doctrine, mais là on aura encore une pelletée d'annotation avec la partie doctrine, etc., etc. Et donc on aurait un petit formulaire associé, donc je vais pas rentrer trop dans les détails vu que vous faites quasiment tous du Symfony, mais voilà, on a juste un petit formulaire qui a une propriété email et une propriété password, et qui a en data class notre entité user. Et un petit exemple de contrôleur où on instancie notre utilisateur, on le passe au formulaire, on traite la request, on vérifie si le formulaire est valide, auquel cas on fait un petit var dump et voilà. Et donc, moi je trouve quand même que quand on voit pour la première fois le composant form, quand on montre ça aux gens, les gens sont toujours quand même super contents quand même d'avoir une petite partie vue, on rentre des données et hop, directement ça nous map l'objet, on n'a rien à faire, c'est hyper rapide, donc rien que pour ça c'est quand même un composant vraiment pratique. Et puis sur notre entité utilisateur, on va faire évoluer les besoins, on va avoir un profil utilisateur, on va ajouter des connexions hautes, on va ajouter, je sais pas, du parrainage, plein de choses, enfin tout dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Alors du coup, voilà, on travaille sur cette entité, on lui rajoute plein de validation groups. Pour information, les validation groups que j'affiche là, c'est ceux de FOSS User Bundle, donc il y en a quand même quelques-uns. On commence à rajouter des data transformers parce qu'on veut traiter un autocomplete quelque part. On rajoute des form events parce que des fois on a un formulaire où on va rajouter dynamiquement des champs, on va en supprimer, on va faire plein de choses. Notre entité utilisateur, elle se retrouve à faire 1000 lignes de code parce qu'on a rajouté des tonnes de getters et setters. J'aime bien aussi l'exemple du set createDate, que je trouve assez rigolo. Voilà. Et puis, jusqu'au jour où, c'est un exemple assez rigolo, je pense que tous les devs Symfony ont déjà eu ce problème-là, c'est que, en fait, on a rajouté une propriété quelque part, on a rajouté un note blanc quelque part, on n'a pas du tout traité, on n'a pas du tout pensé au validation group, et puis ça casse tous nos formulaires parce que ou ça casse une partie des formulaires parce que ce champ à un moment ou à un autre il est vide, il n'a pas de validation group, et du coup on a ce petit truc cette petite erreur où le formulaire il sait pas où la mettre, donc il la fait remonter tout en haut du formulaire, et puis comme bon là j'ai fait un form, j'ai affiché tout le formulaire, elle se retrouve affichée en haut. Alors, pareil je vais passer assez vite là-dessus, mais l'idée c'est de tout reprendre à zéro, et de se poser la question, est-ce que ce modèle il a pour vocation d'être utilisé que via ce formulaire. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de plus complet, comme disait Alexandre ou Mathieu, sur le domaine modèle? Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à réfléchir à quel est notre besoin, quel est
le domaine dans lequel on travaille, qu'est-ce qu'on veut représenter dans ces entités, etc., etc. Donc Alexandre avait parlé, même Mathieu, du ubiquitous language. Donc ça va être, si on parle un petit peu du BDD, du behavior driven development, ça pourrait être quelque chose que vous allez décrire des user stories que vous allez transférer dans des features BDD, et vous allez pouvoir sortir de ça, donc ce langage, et l'utiliser dans votre domaine modèle. Et une chose aussi importante sur laquelle a insisté Mathieu, c'est je trouve aussi que les paramètres obligatoires de votre entité, ils doivent être dans le constructeur, parce que si votre entité, elle n'a pas de raison de vivre sans ces informations-là, autant les passer dans le constructeur. Donc si on reprend, ah oui, je voulais rappeler aussi deux choses. Donc déjà, ma conférence, elle n'est pas totalement non plus sur le DDD, vu que c'est quand même plutôt orienté formulaire et tout ça, mais bon, on y reviendra. Je voudrais rappeler que le DDD, ça n'a rien à voir avec RAD, donc il faut avec Rapid Application Development. C'est-à-dire que si vous voulez développer quelque chose de très vite, ben, je pense que le DDD c'est pas forcément la bonne solution. Et la simplicité ne veut pas forcément dire moins de code, moins d'éléments, moins de classes, moins de namespace, moins de quoi que ce soit dans votre projet. Voilà. Donc, si on repense rapidement notre entité utilisateur, on va dire en fait que l'utilisateur dans notre application, il peut s'inscrire. Donc en fait, on va utiliser ce mot s'inscrire au travers d'un name constructors qu'a présenté Mathieu aussi, où on va dire que notre utilisateur, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir vivre, il a au moins besoin d'un email et d'un mot de passe. Voilà. Une petite astuce aussi que vous voyez aussi dans pas mal d'autres prêts, c'est de passer votre constructeur en privé, et du coup de forcer le fait de ne passer uniquement par des constructeurs nommés. Et là ici en dessous on n'aurait que des getters et pas des getters setters de partout. Et puis donc supposons qu'on ait besoin de mettre à jour les informations personnelles ou de compléter les informations personnelles de l'utilisateur. On peut essayer de coder ça comme ça, avec une méthode avec un nom très parlant et un petit value object qui lui sera fait passer en paramètre. Et en fait, quand on lit complete personal information, enfin, voilà, on comprend que c'est totalement lié au domaine de notre application. Ensuite, une chose importante aussi, c'est que voilà, un formulaire représente une action dans votre application. Là, en l'occurrence, l'action qu'on modélise pour l'instant, c'est le fait de s'inscrire. Donc, là, je voulais introduire en fait le concept de data transfer object. Alexandre en a déjà parlé. Voilà. Donc, un data transfer object, c'est un objet tout simple. C'est ce qu'on appelle un POPO, un plain old PHP object. Et le DTO, son but, c'est en gros de simplifier des échanges de données. Donc, ça fait un peu définition Wikipédia, mais on comprend pas forcément ce que ça veut dire. Mais on va voir ça après. Donc là, par exemple, on pourrait créer en fait un petit DTO qu'on va aussi, dans pas mal de cas, on va aussi appeler ça une commande. Donc notamment, j'en parle pas forcément dans les slides, mais vous pouvez faire des recherches sur le command pattern. En fait, la commande est un DTO, c'est juste un objet qui va permettre de faire passer des données. Donc là, on peut en fait sur cette commande mettre directement les propriétés en public. On pourrait aussi les mettre en private et mettre un constructeur, mais là, pour faire un exemple très simple, je les ai mis en public. Et j'ai mis mes validations aussi dessus. Et donc, notre formulaire, en fait, il est identique, on va dire, à celui de la première version, mis à part qu'au lieu de se mapper directement à la classe, à l'entité utilisateur, je le map sur le DTO. Et du coup, on va pouvoir créer une classe qui pourra devenir un service plus tard, qui elle va être responsable de traiter cette commande et de faire le traitement derrière, qui est la création de l'utilisateur. Là, j'ai enlevé tout ce qui est notion de repository, de doctrine et tout ça, on reste sur quelque chose de très simple. L'avantage aussi de procéder comme ça, c'est-à-dire de commencer à faire vos DTO et ce qu'on appelle le handler en fait du DTO, c'est que vous allez pouvoir, plutôt que de commencer par l'entité, le formulaire, etc., passer au contrôleur
Et du coup, si vous voulez commencer à tester ça, ben, en général, vous commencez par des tests fonctionnels. Là, en fait, si vous faites la commande et cette classe-là, ben, vous pouvez directement faire un test unitaire ou un test PHP spec basé là-dessus. Donc ça aussi, je trouve que c'est un bénéfice. Et donc, le contrôleur, le contrôleur, je l'ai renommé aussi pour qu'il s'appelle registration, pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. On instancie la commande, on passe au formulaire. Pareil, j'ai enlevé toute la notion de service, on reste sur quelque chose de simple, on l'instancie à la main, et ça nous retourne l'utilisateur. Alors, supposons maintenant que je veuille traiter en fait l'unicité de l'email. Donc là, vu que vous êtes pas mal à faire du Symfony, je pense qu'il y en a plein dans la salle qui ont pensé à Unique Entity, qui est quand on va dans la doc, on va sur la partie validation, vous voulez traiter une unicité, celui qui est mis en avant, c'est Unique Entity. Si on fait ça, donc ça veut dire qu'on va de nouveau rajouter en fait des validations couplées au framework aux composants de validation de Symfony, et puis à Doctrine. Donc on va rajouter ça dans notre entité, et donc en fait on retombe dans un couplage fort entre le modèle, les formulaires et les validations. En fait on retombe dans le système classique du tout début. Donc l'objectif, ça va être en fait de laisser au domaine la possibilité de traiter cette validation, de traiter ce problème-là. Alors, le problème qu'on se pose toujours, c'est où est-ce qu'on traite ces validations? Est-ce que c'est une validation qui est plutôt du côté du formulaire? Est-ce que c'est une validation qui concerne la commande, le fameux DTO? Est-ce que les données sont obligatoires? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses et tout ça? Ou est-ce que c'est une validation qui est du côté du modèle? Donc j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Moi je vais vous montrer un exemple qui va être plutôt du côté du modèle. Mais je vous recommande en fait la lecture de cet article de Mathias Verres. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, l'article est très intéressant. Les commentaires sont hyper intéressants aussi, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et c'est toujours sympa de lire ça. Donc dans notre exemple, on va dire en fait que le handler donc, qui traite la commande va avoir, bon là on imagine qu'il faudrait introduire la notion de repository, on va imaginer qu'il ait une méthode find by email ou quelque chose comme ça pour vérifier si l'email existe déjà en base. Et si c'est le cas, il va lever une exception. Donc le souci c'est que cette exception, en fait, il faut quand même la traiter, parce que même si c'est une exception de notre domaine, c'est-à-dire qu'un utilisateur, enfin deux utilisateurs ne peuvent pas avoir la même adresse email, c'est une information qu'on a quand même besoin de faire remonter au formulaire pour l'afficher à l'utilisateur. Donc là, on peut faire quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, donc dans notre contrôleur, donc notre formulaire est valide, parce que malgré tout, ça s'est basé sur un DTO, où le DTO, ça disait juste que l'email et les mots de passe étaient obligatoires, l'email et que ça devait être un email. Donc le formulaire en lui-même est valide. Par contre, l'action de rentrer dans notre domaine, c'est-à-dire l'action de passer de la commande au handler et ensuite éventuellement à la persistance et tout ça, lui va pouvoir potentiellement dire que quelque chose est invalide. Donc là, en l'occurrence, lui, il va lever une exception pour dire que l'email existe déjà. Et donc la petite astuce, ici, c'est directement donc dans notre contrôleur, en fait, de catcher cette exception et de créer une nouvelle forme error qu'on va pouvoir en plus assigner directement à la propriété qui nous intéresse. Donc là, c'est un exemple que je voulais vous montrer parce que c'est quand même assez pratique et plutôt que par exemple d'aller modifier notre formulaire, d'y ajouter, vous savez qu'on peut avoir les options constraints, où on peut du coup définir des contraintes supplémentaires au niveau de votre formulaire. Vous pouvez même en définir une au niveau de tout le formulaire dans les configure options du formulaire, où là par exemple on aurait pu faire une contrainte callback, introduire un service ou une spécification, checker ça là-dessus et rajouter le message d'erreur. Ben, si on fait ça, c'est encore un peu le même système, c'est qu'on va rajouter cette validation du côté de notre formulaire, mais si jamais on utilisait le DTO et ce handler ailleurs, ben on n'aurait plus la contrainte de l'unicité. Donc là, voilà, on va le traiter dans le handler, et dans le contrôleur, on va rajouter ce message d'erreur dynamiquement pour quand même informer l'utilisateur que... Voilà.
Voilà, donc en gros là on a fait un peu la première partie de la présentation sur vraiment la partie DTO, comment envoyer ça sur un formulaire. Maintenant je vais vous montrer comment modifier la façon dont est géré le mapping du composant formulaire. Donc le mapping, c'est sous-entendu en fait le fait de remplir les données d'un formulaire vers une entité, ou inversement, ou vers plutôt une data class, je vais dire, je voulais pas dire entité. Alors on a plusieurs possibilités pour ça. On a une option qui existe depuis un bout de temps dans Symfony, mais qui n'était pas forcément pensée pour ça à la base. Donc on a l'option empty data, qu'on peut mettre en fait, vous savez, sur soit un champ, soit directement sur un formulaire global, vu que de toute façon, dans le composant forme de Symfony, tout est informe. Donc il partage plein d'options. Donc en fait, cette option, c'est un peu bizarre, parce qu'elle permet de définir la valeur à retourner lorsque la valeur soumise est vide. Donc au début où ça a été créé, ce truc-là, moi personnellement, je m'en étais jamais servi, parce qu'en plus on a, en général, quand avant on mappait sur les entités, on pouvait soit définir des valeurs par défaut dans le constructeur, soit on avait la valeur par défaut qu'on pouvait lui filer dans l'option data, et on avait en plus ce truc-là. En fait, aussi un peu le problème du composant form, c'est qu'il est tellement riche, il y a tellement d'options, que les gens ils se perdent un peu là-dedans, quoi. Donc cette option, voilà, je pense qu'elle n'était pas forcément trop utilisée. Donc normalement, les exemples de base qu'on voit là-dessus, c'est par exemple, dans la doc, il montre, on a un choice, donc un petit sélecteur, on a les différentes valeurs, et puis il met un petit data, donc s'il n'y a aucune data qui est envoyée, il transforme en nul. Sauf que bon, en général, c'est transformé aussi par nul, mais voilà, il donne cet exemple-là. Ce qui est assez sympa, c'est qu'à un moment, il a permis de passer en fait une closure, et de passer ce empty data directement sur tout votre formulaire. Donc je vous montrerai après un exemple. On a une deuxième option. Donc je rappelle un truc, c'est que le empty data, donc ça se fait voilà que si votre valeur envoyée est nulle, enfin est vide. Et le data mapper, lui, il est il est plus complet. En fait, le data mapper, donc c'est quelque chose que vous allez rajouter à votre formulaire, qui permet de définir le mapping dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il permet de définir comment vous allez mapper les données de votre formulaire vers la data class, et les données de la data class vers le formulaire. L'implémentation standard qu'on retrouve dans le formulaire, c'est le property path mapper. Donc vu que vous êtes beaucoup à faire du Symfony, ça doit vous parler. Ça utilise forcément le composant property path, d'où le fait que le data mapper par défaut a besoin des getters setters partout dans votre data class. Ou l'accès en public, quoi. Alors, ces deux options, donc qui permettent de faire du mapping personnalisé, sont à mon sens très pratiques pour les value objects. Donc les value objects, ils en ont parlé, donc je vais pas forcément en reparler. Il y a aussi la présentation de Damien Alexandre qu'il a faite au forum PHP, qui est très sympa si vous voulez en savoir plus et avoir des exemples sur les value objects. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple avec un petit data. Donc là, en fait, j'ai repris un des exemples que Bernard Chouchek avait fait sur une de ses présentations. Donc en fait, on a un formulaire qui se base sur une data class customer. Donc on imagine un petit value object. Le customer, il a un nom et il a une adresse. Donc ça, je pense que vous les avez déjà utilisés. C'est depuis Symfony 2.8. C'est on passe plus la chaîne de caractères, texte et compagnie. Maintenant, on passe directement le namespace du type qu'on veut utiliser. Alors le truc sympa, c'est que voilà, dans le configure option, on peut en fait définir une closure sur empty data et qui nous permet en fait d'instancier notre value object comme on le veut. C'est-à-dire que faut imaginer que notre value object customer, il n'a pas un getter et un setter, vu que, comme Mathieu l'a dit, un value object c'est immutable. Donc en fait, le value object, on le construit et puis on va le remplacer par un autre le jour où on veut remplacer les données. Donc dans ce empty data, on va pouvoir construire l'objet customer avec les paramètres qui nous intéressent dans le constructeur. Donc là, c'est très pratique parce qu'on va récupérer la valeur du nom et la valeur de l'adresse et on va construire le customer à partir de ça. Du coup, dans la même idée, je vous ai mis le formulaire adresse qui a
3 champs, donc voilà, street, postal code, locality, je suis resté sur quelque chose de très simple. Et le empty data qui va permettre de construire le value object address. Donc là aussi, ce qui est sympa, c'est que le formulaire en fait va appeler les deux empty data. C'est-à-dire qu'en fait, il va construire il va passer par le empty data du address type, ce qui fait qu'il va construire un objet address qu'on va récupérer ici. Donc comme ça, on peut, dans notre value object customer, dire que dans le constructeur, il y a une chaîne de caractères qui est un nom et un value object de type adresse. On va pouvoir typer ce paramètre dans notre constructeur. Et voilà, et si on soumet, bon, forcément, on n'y voit pas grand-chose, désolé, mais en gros, c'est un dump où on voit bien le nom et l'adresse dans le value object customer. Donc ça, c'est déjà assez pratique. Alors, un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'il vous faut faire très attention aux validations. Je vérifie. Donc j'ai volé une slide de Bernard Chouchek, mais j'ai laissé son nom en bas, donc il devrait pas me faire un procès. Donc ça, c'est comment... c'est tout le workflow en fait du formulaire, enfin tout le workflow. C'est une partie du workflow du composant form. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on part du contrôleur, le contrôleur traite la request, et ce qu'il a besoin de faire, le composant de formulaire, c'est de mettre à jour cette fameuse data class qu'on lui donne. En fait, la première chose qu'il fait, dans la méthode submit du formulaire, c'est qu'il va mettre à jour notre objet. Donc bon, j'ai récupéré cette slide, il y avait order, hein, mais là, il faudrait imaginer par exemple que ce soit customer. Et donc, une petite parenthèse que je voulais faire, c'est que Mathieu a bien insisté sur le fait que dans notre modèle, de notre domaine, on doit considérer qu'il est toujours dans un état valide. En fait, si vous mappez vos modèles ou vos entités directement avec les formulaires, vous pouvez vous retrouver dans des cas, même vous allez très souvent vous retrouver dans des cas, où votre modèle n'est plus dans un état valide. Après, ça va rester que le temps d'une request. Mais si votre formulaire n'est pas valide, le formulaire, il met à jour votre data class. Donc il met à jour votre entité. Il va lui changer les valeurs. Et seulement après, il va exécuter les validations. Et si c'est pas valide, théoriquement, vous raffichez votre formulaire dans une page Twig. Et voilà. Si malheureusement, il y avait un flush qui partait à ce moment-là, votre entité deviendrait dans un état invalide. Mais dans tous les cas, ça veut dire quand même qu'à un moment ou un autre, votre entité, elle passe par un état invalide, ce qui est théoriquement pas normal. D'où, je pense, l'intérêt de mapper vos formulaires avec des DTO, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que le DTO, qu'il soit dans un état valide ou invalide, on s'en fout, entre guillemets, c'est seulement après, quand il va passer dans votre domaine, où là, il va être validé. Parce que le DTO, ça reste un objet pour simplifier les échanges de données. Ça dit pas qu'il fait partie du modèle, ça dit pas qu'il doit rester tout le temps dans un état valide. Donc voilà, pour revenir là-dessus, on voit que le formulaire met à jour votre data class, donc dans la méthode submit, et seulement après il le valide. Donc j'ai essayé de vous remettre ça un petit peu dans une liste. Donc ça, en gros, c'est quand on passe dans la méthode submit du formulaire, on a un premier événement qui est pré-submit, hein, en gros, on démarre le submit. Ensuite, il y a tout un tas de conditions pour vérifier si on a un petit data, si on a bien pas de données, donc auquel cas, il passe par le petit data. Ensuite, il y a encore pas mal de conditions. Elle est grosse, hein, la méthode submit. Auquel cas, il va passer par le data mapper. Ensuite, on a l'événement submit qui est levé. Ensuite, on a les potentiels, vous savez, les data transformers de type model transformer. Donc chose qu'on ferait par exemple dans les exemples quand on veut faire un autocomplete dans la doc de Symfony avec les issues, et on voit bien à ce moment-là qu'il vérifie si l'ID soumis il est bien différent de nul. Donc ça veut bien dire en fait qu'à ce moment-là on n'a pas passé les validations. Et donc pour revenir là-dessus, après on a un post-submit, et c'est seulement dans le post-submit qu'on a dans le composant form le validation listener qui lui exécute vos validations. Donc, une chose à garder à l'esprit, c'est que si vous commencez à
pas mal joué avec Empty Data et avec le data mapper que je vais vous présenter juste après. Il faut garder à l'esprit que le mapping de votre data class va se faire avant l'exécution des validations. Donc si vous jouez beaucoup avec les validations du framework, enfin du composant validation de Symfony, et que vous avez pas mal d'annotations, ou que même vous avez des validations custom et tout ça, il faut savoir que le mapping va se faire avant. Donc c'est très important, parce que si pour une raison ou une autre, à un moment, dans le constructeur, vous avez besoin d'une valeur, ou vous faites un traitement en gros, où vous vous attendez à ce que la valeur elle soit pas nulle, ben, potentiellement ça peut arriver avec nul, parce que si la personne elle a soumis le formulaire et qu'il n'y a rien, ça va vous envoyer nul. Donc faut juste y penser. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un exemple avec le data mapper. Alors pour ça, j'ai fait un value object. J'ai pas passé mes exemples de code en PHP 7, je m'en excuse maintenant. Donc, supposons qu'on ait un value object qui traite un username. L'intérêt aussi, le gros intérêt des value objects aussi pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du domaine. Et donc c'est quelque chose qui peut contenir ses propres validations. C'est un objet qui va, Mathieu en parlait tout à l'heure, ça peut être traité une monnaie, ça peut être, tout à l'heure on avait un customer, ou ça peut être comme ça un username. Donc on va pouvoir encapsuler en fait des validations dans ce username, comme ça protège encore une fois notre domaine. Donc là en l'occurrence, on construit en fait le value object avec une chaîne de caractères, et là j'utilise une librairie d'assertion. Donc vous avez en PHP il y a deux grosses librairies d'assertion qui sont utilisées, c'est celle de Beberley, je me rappelle plus de son prénom et son nom, je sais pas si Benjamin, voilà. Voilà, donc c'est la librairie, je pense, d'assertion la plus utilisée. Et puis vous avez aussi Bernard Chouchek qui a fait une librairie d'assertion qui est assez sympa, et notamment parce que en fait elle vous demande en fait de mettre des messages explicatifs à vos erreurs. Donc là, par exemple, dans le cas où je voudrais, vu que c'est ce que je vais faire après, je voudrais mapper en fait ce value object username dans un formulaire, j'ai besoin quand même d'indiquer des messages textuels associés à mes erreurs. Donc là, on va dire que le username ne peut pas être empty, on veut une taille minimum pour ce username, et on veut en plus qu'il respecte un format qui est une petite expression régulière, qui fait qu'on ne veut pas avoir de caractères spéciaux. Bon, c'est un exemple un peu bidon, j'allais dire, mais ça permet quand même d'avoir une introduction sur ces value objects et sur ces notions de validation, et voir comment on va mapper ça ensuite à notre formulaire. Donc le data mapper. On va construire en fait un type de formulaire username. Le build form il est très simple, hein, on veut juste ajouter un champ username, et on va lui faire un set data mapper. Donc vous vous rappelez, là, il faut bien comprendre que le set data mapper, on le fait sur l'objet builder, hein, c'est pas sur le username. Et ça, c'est une méthode en fait que recommande, c'est un exemple qu'a donné en fait Bernard Chouchek, c'est qu'on peut directement en fait lui passer this. On pourrait aussi lui passer une autre classe si on voulait séparer notre form type de notre data mapper. Tout dépend, on va dire, de la complexité du data mapper. Là, en l'occurrence, on va pouvoir tout gérer dans une seule classe, avec un code assez simple. C'est que l'interface data mapper, elle va nous faire implémenter en fait deux méthodes qui ont des noms assez explicites. Là, l'idée, c'est de mapper les données de notre data class à notre formulaire. Donc là, la petite technique, en fait, c'est que on a en fait un itérateur, donc on utilise la fonction iterator to array pour pouvoir manipuler le formulaire comme un tableau. Donc d'où ensuite le form username set data, et on vérifie quand même que on nous ait bien, qu'on nous ait bien envoyé un username en data. Parce que si on nous a rien envoyé, forcément on va avoir nul. Et si c'est le cas, on remplit notre formulaire avec le username du value object. Et on a une autre méthode très parlante aussi, qui est on map les données du formulaire à notre data class. Et c'est là où ça devient intéressant,
c'est qu'en fait, vu que j'ai encapsulé toutes les validations de mon value object dans mon value object, pardon, c'est que je vais essayer de le construire ici. L'idée, oui, on voit bien que data en fait est passé en référence. Donc comme ça, finalement, j'ai juste à l'écraser ici, et c'est cette data qui sera retournée au niveau de mon formulaire. Donc j'aurais préféré que ce soit un return à la limite comme sur un petit data, mais en fait, d'après ce que j'ai compris, il se sert de ça, vu qu'en fait sur le property pass, en fait, il a déjà un objet sur lequel il vient que normalement faire un set sur votre data class. Donc là, c'est pour ça en fait, on vient écraser l'objet initial, quoi. Et donc là, je catch. Bon, j'ai fait ça vite fait. Donc en fait, j'aurais dû catcher précisément l'exception levée par la librairie que j'utilise d'assertion, qui doit être sans doute assert invalid argument exception. Bon là, j'ai fait ça rapidement, mais c'est pour vous montrer que je peux maintenant traiter en fait ces validations et définir du coup une nouvelle forme erreur dans le cas où mon value object serait invalide et l'ajouter au formulaire. Comme ça, je vais avoir quelque chose de visuel pour l'utilisateur. C'est dans 2 slides, voilà. C'est-à-dire que si je soumets comme ça une valeur invalide dans mon formulaire, je vais avoir un message d'erreur explicite, facile à passer dans le formulaire, mais au moins j'ai encapsulé toutes mes validations dans le value object. Et la dernière partie du formulaire, c'est le configure option classique. Donc on a le data class, et pour certains cas en fait Bernard Schweck recommande de mettre un petit data à nul pour être sûr en fait que la data soit nulle et qu'on passe bien dans les data mappers. Voilà. Normalement vos formulaires peuvent marcher sans, mais en tout cas dans les références et les exemples que donne Bernard Schweck, il recommande de mettre un petit data à nul. Voilà. Alors, pour résumer, donc là, je vous ai un peu montré deux parties dans cette présentation. Il y a vraiment une partie où vous mappez vos formulaires directement sur des DTO, donc des objets ultra simples. Et puis, il y avait cette partie où il fallait bien quand même que je vous montre, c'est-à-dire comment traiter cette commande. Donc, si vous voulez faire plus de recherche là-dessus, c'est tout ce qui est command pattern. Donc le DTO est très pratique là-dessus. Après, par exemple, sur le blog de Mathias Verras, il y a des discussions très intéressantes sur le fait que est-ce que cette commande, elle doit utiliser uniquement des types primitifs, et auquel cas, ça veut dire que dans le handler de votre DTO, il vous faut reconstruire les value objects à ce moment-là. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir en fait vraiment les value objects qui sont construits uniquement dans votre partie modèle, tout ça, dans votre partie domaine. Ou l'autre école, c'est est-ce qu'on peut pas en fait setter quelques value objects dans le DTO au moment où c'est pertinent, ce qui vous permet mine de rien d'utiliser les fonctionnalités du mapping personnalisé que je vous ai montré au niveau des formulaires. Parce que si par contre du jour au lendemain vous décidez que dans votre application il n'y a plus que des DTO, dans ce cas vos formulaires ils vont être très simples, ce qui peut être une bonne idée aussi, hein. Mais si vous voulez utiliser ces fonctionnalités un peu plus avancées, ça veut dire que dans votre DTO vous allez sans doute lui donner des value objects préparés par votre formulaire. Est-ce que c'est mal ou pas? Il y a beaucoup de discussions voilà, sur le blog, et vous pouvez trouver plein de discussions là-dessus. Moi, ce que je conseille, c'est que, on le voit en fait dans le command pattern, l'intérêt d'utiliser ces DTO et l'intérêt d'utiliser ces commandes, c'est que potentiellement, ces commandes peuvent être traitées en asynchrone. Si potentiellement elles sont traitées en asynchrone, et que potentiellement elles sont traitées en PHP ou pas, là j'aurais tendance plutôt à recommander d'utiliser que des types primitifs pour avoir quelque chose de vraiment ultra simple, que vous allez convertir en JSON ou autre, ce que vous voulez, et du coup pouvoir traiter ça, et auquel cas, à ce moment-là, ça veut dire qu'au moment de ce traitement, on sera plutôt proche de votre domaine, et là, à ce moment-là, il faudra peut-être reconstruire avec des value objects et tout ça. Mais si vous êtes dans un workflow d'une requête HTTP classique,
où vous avez un contrôleur, un formulaire, et qu'après vous voulez aller taper dans votre domaine, je trouve que c'est quand même hyper pratique d'utiliser ces fonctions de mapping personnalisé du formulaire pour instancier des value objects directement au travers des valeurs de votre formulaire, les setter dans le DTO et les récupérer ensuite dans le handler de votre commande. Voilà, et donc le mapping personnalisé, bon, je viens d'en parler un petit peu. C'est très pratique, c'est très pratique pour les value objects, mais il faut faire attention à ces notions de validation. C'est-à-dire que je pense que si vous commencez à avoir pas mal de value objects et pas mal de formulaires comme ça qui sont mappés à vos value objects, je pense qu'il faut éviter de trop mélanger les validations du composant validation de Symfony et les validations que vous allez avoir dans votre value object. C'est-à-dire qu'en rester sur des notes blanques ou des choses comme ça au niveau de votre formulaire ou au niveau de votre DTO, ça peut potentiellement marcher, mais après trop mixer les deux, à un moment ou un autre, ça va vous poser des problèmes. Voilà, si vous voulez en gros aller un petit peu plus loin, je vous recommande la lecture du post de Bernard Chouchek sur les value objects dans les Symfony Forms. En gros, il présente un petit peu ce que je viens de vous montrer. Il y a des commentaires très intéressants sur les notions de validation, où en fait pas mal de gens se posent la question entre quelle est la différence entre data mapper et data transformer, comment je peux lever potentiellement, parce que là, moi les exemples que je vous ai montrés, c'est en fait je récupère le formulaire et je rajoute des erreurs dedans, parce que pour moi c'est la solution la plus simple, et de toute façon à partir du moment où vous avez ces règles métiers, ces règles de validation dans votre value object ou dans votre DTO, ça me choque pas de rajouter comme ça, d'altérer les erreurs du formulaire plus tard. Mais il y a pas mal de gens qui se posent des questions s'il n'y a pas moyen de lever certaines exceptions qui pourraient être catchées par le formulaire et transformées et tout ça. Il n'y a rien de vraiment ultra précis dedans, mais c'est quand même des discussions super intéressantes. Même je trouve, à partir du moment où vous connaissez un petit peu le data mapper, il y a plus de choses intéressantes à découvrir dans les commentaires du blog que sur le post en lui-même. Et vous avez la conf qu'a donnée Bernard Chouchek il y a un peu plus d'un mois, qui est très intéressante et où il parle aussi assez rapidement il y a un petit data mapper, data transformer et tout ça. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on est à 5-10 minutes pour des questions, sauf si vous avez trop faim. Sur la partie code dans le contrôleur, tu as un formule valide, et puis en fait derrière tu fais un try catch et avant qui donne une erreur. Ouais. Moi je trouve ça un peu embêtant, c'est un petit peu comme tu prends un gamin, tu dis ah tiens t'as été gentil, je te donne une glace. Ah maintenant on dit qu'en fait non t'as pas été gentil, je te la reprends. C'est un peu Après, ce qu'il faut comprendre là-dedans, ce qu'il faut comprendre sur cet exemple, c'est que les données de ton formulaire sont valides. Par contre, ton domaine refuse ces données-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut vraiment aller lire cet article-là, qui explique vraiment qu'est-ce qu'est une commande, qu'est-ce qu'est un formulaire, qu'est-ce qu'est un modèle, quels sont des exemples de validation du modèle, du formulaire, de la commande, et donc où placer ces validations-là. Donc, je peux comprendre que tu te dises, tiens, c'est bizarre, on est dans le isValid et il est encore en train de rajouter une erreur. Je peux comprendre. Mais en fait, les données du formulaire, elles sont valides. On lui a juste demandé d'avoir un email et un mot de passe, que les deux sont obligatoires et que l'email doit être un email. C'est valide. Par contre, au moment où je l'envoie dans mon domaine, il me dit, ah, il y a un souci, l'email existe déjà. Et la petite astuce, comme je disais, c'est que potentiellement cette exception, elle pourrait ne jamais remonter à l'utilisateur et peut-être partir dans un log ou autre. Mais là, c'est une information quand même qui est cruciale pour l'utilisateur. Donc on va lui remonter dans l'interface utilisateur en rajoutant directement dans le header. L'autre solution, ça serait peut-être de rajouter une variable pour Twig et traiter ça. Moi, je préfère à ce moment-là rester vraiment dans le cadre de mon formulaire complet et lui rajouter l'erreur. Comme ça, potentiellement, si on a du Twig derrière, les styles seront gérés, etc., etc. Est-ce que ça répond un peu à ta question ou... Ça répond un peu, après, la question c'est est-ce que du coup on ne pourrait pas dégager le formule valide et puis là, c'est notre modèle qui valide comme si, mais de toute façon,
c'est les exemples que je t'ai montrés dans le mapping personnalisé. C'est à ce moment-là, effectivement, tu ne mets plus du tout de validation. Il faudrait quand même vérifier que le formulaire soit soumis. Et à ce moment-là, effectivement, tu traiterais tout dans ton mapping personnalisé et tu rajouterais les erreurs à ce moment-là. C'est tout à fait une solution. Là, moi, voilà, je voulais essayer de vous montrer plusieurs solutions. L'avantage de celle-ci, c'est que si par exemple tu avais un formulaire avec pas mal de champs, comment tu vas lever tes exceptions pour dire que l'erreur elle est sur l'email, sur le mot de passe, que c'est du note blanc, tu vois. Donc l'objectif aussi de cette journée du DDD, je pense que c'est d'en parler simplement et peut-être aussi de l'intégrer petit à petit. Et une solution aussi peut-être pour l'intégrer petit à petit, c'est d'avoir certaines validations note blanc et tout ça qui sont encore au niveau de ton DTO et de par contre garder ton modèle propre avec des validations métiers dedans. Tu vois? Je pense que le userite permet aussi des vérifications de système, des choses comme ça, qui sont Aussi. non liées à ton domaine, mais plus à la sécurité. C'est une bonne... ouais, c'est très bien de rajouter ça. D'autres questions? Là, la façon dont fonctionne le composant form, comme tu disais, c'est on hydrate l'entité ou le value object de la classe, et ensuite on vérifie les règles. Ouais. Ce qui est donc incompatible effectivement avec l'approche domain design. Ouais. Est-ce que tu sais si il y a un changement en fait, qui est prévu à ce niveau-là du composant de forme, ou si j'ai dit que c'est un problème super courant qui revient en fait super souvent, maintenant de plus en plus. Ouais. Alors à ma connaissance, il n'y a pas de refactoring qui est prévu là-dessus, parce que de toute manière, il faut comprendre que pour qu'il exécute les validations, et donc on le sait en général pour accéder aux annotations et tout ça, vérifier si quelles sont les annotations de validation, il faut forcément à un moment qu'il hydrate un objet pour pouvoir ensuite vérifier ça. Alors, comment on pourrait faire en fait pour traiter ces validations en amont? Je sais pas exactement. Je t'avoue que là, j'ai pas d'idée particulière, mais c'est pour ça que je recommande d'utiliser que des DTO, parce que les DTO, il faut qu'ils aient des noms très parlants, comme ça c'est quelque chose de très facile à identifier dans votre application. Les DTO, ils sont pas forcément valides, donc ça colle avec le fait d'hydrater un objet temporairement, tester dessus s'il est valide, et à ce moment-là, retourner un état au niveau du formulaire. Donc ça me choque pas. Après, ouais, là comme ça, je vois pas comment on pourrait faire autrement en fait. Mais voilà, je pense que les best practices, c'est ça, c'est vraiment utiliser un maximum de DTO. Et pour tout ce qui est mapping personnalisé, de déporter le plus possible les validations du côté du domaine et d'ajouter ça dans le formulaire. Comme ça, on n'est plus sur un système bancal. Parce que moi, la première fois que j'ai utilisé un data mapper, j'ai plus l'exemple exact en tête, mais je me suis retrouvé à un moment, en plus c'est sur une API, j'ai fait un appel à l'API et j'ai eu un plantage de PHP parce que j'avais pas testé que tel truc pouvait être nul et je l'utilisais quelque part après et ça plantait. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai réalisé que fallait complètement finalement changer notre manière d'utiliser le composant form jusqu'à présent. Les validations sur ça, elles doivent le plus possible venir du modèle, du domaine. Mais ça vaudrait le coup d'essayer de réfléchir. Peut-être un truc lié à l'option resolver, peut-être quelque chose de plus léger et essayer de faire les validations dessus. Mais l'option resolver n'a pas forcément après trop d'outils préconstruits pour exécuter les validations. Ouais, faut fouiller encore. Ouais. Faudrait. Ce serait top d'avoir Bernard Chouchek à un événement comme ça et essayer d'en discuter avec lui. Mais bon. D'autres questions ou c'est une partie, non? Ah, donc. Ouais. Oh. Celle-ci, hein? Ouais. La question que je me pose au final, c'est est-ce que j'ai une idée, mais est-ce qu'on n'est pas en train de coupler un value object avec du coup une librairie externe et du coup il devient super compliqué le jour où tu veux mettre une autre librairie d'asserteur. Alors, ok. C'est vrai que de toute façon, enfin, dès que tu fais un composer require, tu te couples à quelque chose. Mais il y a pas mal d'exemples.
Alors, il y a un bouquin que je vous recommande à tous de lire, c'est le DDD in PHP, qui est disponible sur l'INPub. C'est un super bouquin, c'est une mine d'or. Et lui, par exemple, sur cet exemple-là, pas username, mais plutôt pour un email, ben, il utilise les fonctions filter bas niveau de PHP pour vérifier si c'est bien un email valide. Franchement, why not? Après, sur les librairies d'assertion, l'avantage qu'on a pour l'instant, c'est que la librairie de Beberley, la librairie de Bernard Chouchek, elle se ressemble vraiment beaucoup au niveau des méthodes statiques. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelques assertions supplémentaires quand même dans la librairie de Beberley. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte. Mais ouais, rien ne t'empêche en fait, et peut-être même que ce serait pas plus mal, de faire tes conditions à la main et de lever des, comment on pourrait appeler ça, une exception username violation par exemple, tu vois. Donc d'avoir, si username est nul, tu pourrais même lever, il y a un truc qui se fait de plus en plus aussi maintenant dans tes exceptions custom, c'est d'utiliser les name constructeurs pour tes exceptions. Donc tu pourrais tout à fait lever à ce moment-là une exception username violation, nul quoi, ou empty. Et à ce moment-là, tu retournerais un message avec le username ne peut pas être vide. Tu vois, ça pourrait être pas mal. En plus, ma question c'était plutôt comment bénéficier quand même de ces librairies d'assertion sans les couper à nos ajoutés. Mais alors du coup, tu mettrais pas tes validations ici, tu les mettrais en dehors. À ce moment-là, tu introduirais en fait une espèce de factory pour construire ton value object qui elle aurait les validations. Why not? Je suis pas un fanat des factories, j'en veux pas partout dans mon code, mais why not? C'est tout à fait envisageable. De rien. C'est bon?